Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Et aujourd'hui, nous sommes mardi le 14 novembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 187 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, malgré le beau mouvement haussier du côté des marchés boursiers américains ce matin, suite à l'annonce de l'inflation aux États-Unis, même si c'est beau de ce côté-là, je veux quand même qu'on se concentre sur l'économie canadienne. Je veux qu'on parle, encore une fois, des finances des Québécois. Je pense que pour la majorité du monde, même si ça se passe bien en bourse, le focus n'est pas sur le portefeuille, c'est davantage sur leurs finances personnelles. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler premièrement des cas de faillite, en fait, les faillites qui explosent auprès des 18-35 ans. Ça, c'est au Canada, évidemment. Ensuite, il y a le ralentissement du côté du secteur de la vente au détail. Donc, je vais vous parler de ça et plus particulièrement les conséquences que ça peut avoir sur le marché de l'emploi. Parce que des commerces de détail, évidemment, ça engage des gens qui travaillent dans le magasin. Et je vais aussi expliquer pourquoi plus les taux d'intérêt restent élevés longtemps, plus les dommages à l'économie vont être importants. Donc, en fait, c'est juste d'arrêter de se concentrer sur l'histoire de est-ce qu'ils vont encore augmenter de 25 points de base ou pas. Le vrai questionnement devrait être combien de temps les taux d'intérêt vont demeurer aussi élevés. Et finalement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous devriez faire face à une récession imminente? Je vais un peu vous parler de ma situation versus la situation de beaucoup d'autres personnes. Donc, je vais commencer tout de suite avec les données économiques américaines. En fait, ce matin, on obtenait l'indice des prix à la consommation aux États-Unis et on a pu voir que l'IPC est passé de 3,7% en septembre à 3,2% en octobre. Donc, c'est une baisse du taux d'inflation et ce ralentissement-là, ben ça pousse les investisseurs à être encore plus convaincus que la Fed a bel et bien terminé avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et ce sentiment-là, évidemment, s'est reflété ce matin sur les indices boursiers américains, donc le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, toutes les trois fortement en hausse. Et je suis très content de voir ça, dans le sens que ça fait du bien au portefeuille quand le prix de toutes les actions monte comme ça. Mais comme je vous dis, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux davantage me pencher du côté de l'économie canadienne. On vit au Québec, dans le sens que tant mieux si les États-Unis réussissent à éviter une récession, tant mieux si l'inflation ralentit de ce côté-là. Mais nous, on va se concentrer sur qu'est-ce qui se passe au Canada parce que c'est quelque chose qui nous touche plus directement. Donc, pour commencer, pour ceux qui se demandent comment les jeunes, le monde dans la vingtaine font pour survivre dans le contexte économique actuel avec la hausse des prix à l'épicerie, la hausse des logements. Donc, en fait, justement, suite à ces questionnements-là, j'ai des données intéressantes qui proviennent du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Donc, ils ont fait des enquêtes justement avec des syndics, Raymond Chabot, Jean Fortin et associés, du monde en fait qui vont s'occuper de dossiers d'insolvabilité. En réalité, la semaine dernière, il est sorti une série d'articles qui démontrent qu'au Québec, le nombre de faillites explose chez les 20 à 35 ans. Au fait, les 18-34 ans, ils représentent près du tiers des dossiers d'insolvabilité au Québec. Donc, en termes de chiffres, l'année passée, on parle de 7500 jeunes adultes qui ont déposé leur bilan. Donc, c'est un bond considérable comparativement à 2021-2020. Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils vont faire faillite pour des dettes autour de 15-20 000 $. Donc, c'est sûr qu'avec des petits montants comme ça, on peut en conclure que pour la plupart, c'est du monde avec un faible revenu qui se sont finalement endettés en achetant à crédit ou en prenant un prêt auto, avec toutes sortes de dépenses qui n'ont pas été nécessairement bien budgétées. Et là, étant donné que justement, ils sont dans un budget serré ou même dans un budget déficitaire, là, peut-être qu'ils n'ont pas fait l'exercice, mais après avoir acquitté leur logement, après avoir payé l'épicerie, ben, ils sont pas en mesure d'être capables de rembourser toutes leurs dettes. Donc, rendu là, ils n'ont pas le choix de faire une faillite personnelle ou une proposition de consommateur parce que
ils ne génèrent pas assez d'argent pour arriver à payer tout ça. Donc, avec cette procédure-là, c'est une procédure légale, ben, ils sont libérés, en fait, de tous leurs prêts, puis de tous les soldes impayés sur des cartes de crédit. Puis, tu sais, ça peut avoir l'air le fun de recommencer à zéro, puis de ne pas avoir à rembourser toutes ces sommes-là, mais reste que cette décision-là, ça va avoir des impacts sur leur capacité d'emprunter dans le futur, parce que une faillite, ça laisse une trace sur le dossier de crédit pendant des années. On parle de 7 ans dans le cas d'une première faillite. Donc, c'est sûr que durant ce temps-là, il faut que tu rebâtisses ton crédit. Tu repars avec la pire cote, là, le R9 sur Equifax. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, juste avoir une carte de crédit, c'est un exploit. Donc, c'est sûr que l'explosion des faillites auprès des 18-35 ans, ça augure rien de bon. Puis, tant qu'à moi, ça démontre d'ailleurs un manque d'éducation du côté des finances. Et ça m'amène également à vous parler des prêts auto, parce que présentement, les encans automobiles, ils reçoivent de plus en plus de voitures qui ont été redonnées par le propriétaire, qui est évidemment plus en mesure de faire ses paiements. Et si on regarde du côté du taux de délinquance sur les prêts auto, le taux il est en hausse d'environ 30% par rapport à l'année passée. Donc, quand tu tombes en faillite, tu redonnes ton auto et à ce moment-là, tu n'es plus responsable. En fait, tu n'es pas responsable de la perte que le créancier va subir. Donc, en fait, généralement, le concessionnaire reprend la voiture, puis justement, il l'envoie à l'encan, et c'est lui qui va justement subir cette perte-là. Ensuite, un autre sujet que je vais aborder, c'est la faiblesse du côté du secteur de la vente au détail. Donc, la semaine passée, Canadian Tire a dévoilé ses résultats financiers trimestriels et dans les earnings, on a pu voir qu'il y avait une baisse des bénéfices, donc par rapport à l'année passée, et également un ralentissement de la croissance de ses ventes comparables. Donc, suite aux résultats financiers, Canadian Tire a également annoncé le congédiement de 3% de ses effectifs. Donc, il y a visiblement des mises à pied. Et là, il faut savoir que Canadian Tire, ça fait partie des 10 plus grandes chaînes de vente au détail au Canada et que ces mises à pied-là, ça signifie que les consommateurs, ils semblent déjà avoir commencé à réduire leurs dépenses discrétionnaires et à mon avis, dans les prochains mois, on va voir d'autres licenciements dans différents commerces de vente au détail et ça, c'est l'un des signes qu'il y a définitivement un changement du côté des habitudes de consommation. Parce que c'est sûr que quand toutes tes dépenses de base y augmentent, épicerie, logement et compagnie, c'est sûr qu'il te reste moins d'argent pour toutes les dépenses qui sont non essentielles. Et comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, la forte immigration au Canada, c'est ça qui maintient notre économie sur le respirateur. C'est juste pour vous dire, le Canada a accueilli 431 000 nouveaux résidents permanents en 2022 et ça, c'est le plus grand nombre de personnes admises en une seule année dans l'histoire du pays. Et là, en 2023, cette année, on estime qu'on devrait battre le record de l'année passée avec plus de 520 000 immigrants qui vont en fait immigrer au Canada. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que dans les faits, le boom démographique, ça camoufle d'une part un PIB par habitant qui est à la baisse et ça dissimule également l'état réel de l'environnement économique dans lequel on se retrouve présentement. Il faut comprendre qu'au départ, l'immigration, ça devait servir de carburant pour la croissance de notre économie et ça devait également aider avec les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un retour du pendule. Donc, si on pense aux extravagances de 2020, 2021, PCU, PCRE, les aides gouvernementales, toutes les dépenses qui s'en suivent, pensez à tout ce qui s'est passé durant ces années-là, et là, on va soigner de l'autre bord. Dans le sens que le marché du travail, tant qu'à moi, il va changer bout pour bout, et là, avec les mises à pied qui s'en viennent, il va y avoir pas mal plus de gens qui postulent pour des jobs que de postes qui vont être affichés par des employeurs.
On commence déjà à le voir sur LinkedIn, Indeed. En fait, le nombre d'emplois affichés qui est drastiquement en baisse. Donc, comme je vous dis, tant qu'à moi, le marché du travail va être inversé. Donc, on oublie la pénurie de main-d'œuvre. On va plutôt voir une augmentation du taux de chômage, puis des gens justement à la recherche d'emploi et de moins en moins de postes affichés, particulièrement dans le secteur de la vente au détail. Bref, tout ça, moi, ça me pousse à croire qu'on est déjà dans une récession au Canada actuellement. Prochainement, les chiffres de Statistique Canada vont être en mesure de confirmer si on est ou pas en récession technique. Mais même sans ça, je pense qu'on est tous capables de se rendre compte que la situation financière de beaucoup de gens est en train de se détériorer. Ça s'explique entre autres avec la forte hausse des taux d'intérêt. Ça s'est passé très rapidement, cette hausse-là, et ça s'est combiné en même temps avec une augmentation générale des prix des biens et services. Donc, on peut bien dire ce qu'on veut, mais avec les données qu'on a dans le moment, pas ceux qu'on anticipe, là, ceux qu'on a déjà, on semble se diriger vers une période de stagflation, c'est-à-dire vers une stagnation de l'économie mélangée avec un taux d'inflation élevé. Donc, c'est sûr que là, on est loin du scénario idéal. Et présentement, j'ai l'impression que du fait que la Banque du Canada n'a pas remonté son taux directeur, j'ai l'impression que ça l'a rassuré le monde et que le grand public pense que le pire est passé. Et vous pouvez comprendre que je ne suis pas d'accord avec ça parce que je considère que garder les taux d'intérêt au niveau actuel durant un certain temps, c'est ça qui va mettre énormément de pression sur les finances des consommateurs et des entreprises, qu'il y ait une autre augmentation de 25 points de base ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que si les taux d'intérêt ils montent d'un coup sec, mais que ça ne dure pas longtemps, ben c'est pas si pire que ça, dans le sens que la majorité des gens vont être capables de passer au travers et ils vont s'organiser. Par contre, si les taux d'intérêt demeurent élevés pendant quelques années, et moi c'est ça que j'anticipe, ben dans ce cas-là, l'effet sur les finances personnelles va être beaucoup plus dommageable. Et quand je dis plus élevé, ça ne veut pas dire que le taux directeur va rester à 5%, mais même s'il descend à 4%, à 3%, ça reste beaucoup plus élevé que les taux d'intérêt qu'on a connus durant la dernière décennie. Donc, c'est sûr que moi, c'est ça que j'anticipe. Donc, autrement dit, la possibilité qu'il y ait une autre augmentation de 25 points de base, c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Les vraies conséquences, ils vont survenir selon la durée durant laquelle les taux d'intérêt restent élevés. Juste question de prendre un peu de recul. Dites-vous qu'en juillet 2022, le taux directeur au Canada est passé de 1,5 à 2,5 %. Donc, en fait, ça fait même pas un an et demi que le taux directeur a dépassé 2 %. Autrement dit, l'économie canadienne, elle commence à peine à ressentir les répercussions de la hausse des taux. Il faut savoir que d'ici 2 ans, ben, la vaste majorité des prêts hypothécaires au Canada, ben, ils vont avoir été renouvelés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui va nécessairement faire grimper les versements des propriétaires. Donc, présentement, il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas encore réellement subi la hausse des taux d'intérêt. Et dans le même ordre d'idée, si le taux directeur reste autour de 4-5 % pendant quelques années, forcément, bien, il y a des gens qui vont finir par s'acheter ou se louer un véhicule neuf. Donc, ça va être à des taux d'intérêt plus élevés. Les intérêts vont également s'accumuler plus rapidement sur les marges de crédit qui sont à taux variable. Même chose pour ceux qui sont rendus à rembourser leur prêt étudiant. Je vous rappelle que le taux d'intérêt sur les prêts étudiants il est rendu à 7,7 %. Encore une fois, si les taux d'intérêt redescendent bientôt, ce que je ne pense pas, bien, les conséquences n'auront pas été si dramatiques que ça pour la majorité du monde. Ça va avoir été plate, un peu plus d'argent gaspillé dans le paiement d'intérêt, mais sans plus. Par contre, comme je vous dis, plus longtemps les taux d'intérêt restent à ces niveaux-là, plus il y a de dégâts sur les finances des consommateurs et des compagnies. Tout ça pour dire que le débat à savoir si la Banque du Canada a fini de monter le taux directeur,
ben ça a plus ou moins d'importance. La vraie question à se poser, c'est quand est-ce que l'inflation au Canada va revenir sous contrôle pour permettre justement à la Banque centrale de redescendre les taux d'intérêt et à quelle vitesse ça va se faire. Je veux terminer le podcast d'aujourd'hui en vous expliquant que moi, je fais des podcasts sur l'inflation, sur la récession, je fais mes prévisions un petit peu pessimistes vis-à-vis de l'avenir. Mais tu sais, je fais pas ça pour vous faire peur parce que, en fait, je gagne rien à faire ça. L'idée, c'est de vous partager ma vision de l'économie et à partir de là, ben, vous en tirez vos propres conclusions et c'est à vous, après ça, de réagir en conséquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on anticipe un ralentissement économique, des pertes d'emploi, des taux d'intérêt qui restent élevés, ben vous avez des décisions à prendre. Évidemment, ces choix-là, ben ils vont affecter votre santé financière pour les années à venir. Et moi, personnellement, je considère que je suis très chanceux d'être dans la branche que je suis, c'est-à-dire que mes revenus, moi, ils ne sont pas affectés par la conjoncture économique parce que ben, la plus grande portion de mes revenus, c'est des opérations sur les marchés boursiers. Le salaire que je me verse à chaque semaine, ça ne provient pas de la vente de formation en ligne, ni des abonnements à mon infolette. Et logiquement, les gains sur mes transactions de day trading et de swing trading, ils ne sont pas affectés par l'économie. J'ai pas de clients à trouver, j'ai pas d'inventaire à gérer, puis j'ai pas de fournisseurs à payer. Et c'est pour ça que je considère que je suis privilégié de faire ce que je fais. Et l'autre chose, c'est que j'ai aucune dette. C'est-à-dire que j'ai pas de prêt étudiant à rembourser, je roule pas sur une marge de crédit, j'ai pas de solde impayé sur une carte de crédit non plus. Donc c'est sûr que la hausse du taux directeur, ça n'a pas affecté mon budget personnel. Mais encore là, c'est sûr que si demain matin, je vais m'acheter une Porsche de l'année avec un financement à 10%, là, je vais ressentir l'effet de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais tout ça pour dire que même si ça ne m'affecte pas personnellement, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de comprendre la réalité de d'autres personnes. Je suis très conscient qu'il y a beaucoup de gens qui sont endettés, que certains d'entre eux n'auront pas le choix de se diriger vers soit une faillite, soit une proposition de consommateur. Et un peu le même principe pour les entrepreneurs. T'sais, c'est pas pour rien que j'offre des services de consultation en entreprise. Il y a beaucoup de compagnies qui sont à la croisée des chemins et que si, à court terme, ils ne reprennent pas le contrôle de leurs finances, ben, ils ne pourront pas continuer d'opérer bien longtemps de même. Bref, pour conclure l'épisode, soyez pas déprimés en écoutant le podcast. Assurez-vous plutôt d'être prudent puis de vous préparer d'avance. Tu sais, dans le temps, un fonds d'urgence, il n'y a pas grand monde qui avait ça parce que au pire, ben, tu allais te financer avec d'autres prêts avec un faible taux d'intérêt. Sinon, tu avais ta marge de crédit à taux variable. Encore une fois, le taux d'intérêt était très bas. Mais là, comme je vous dis, l'époque des taux d'intérêt au plancher, cette époque-là est révolue. Donc maintenant, ça vaut la peine de réellement se bâtir un coussin financier, d'avoir des liquidités à portée de main. Et l'autre volet de ça, je vous dirais que c'est le temps ou jamais de développer des nouvelles compétences et de chercher en fait à multiplier vos sources de revenus. Dans le sens que avec la forte augmentation des prix à l'épicerie, la hausse du prix d'un logement, tu sais, à un moment donné, il y a une limite à la frugalité. Tu peux pas couper tes dépenses à l'infini. Donc, c'est sûr que de mon bord, je me pencherai également sur la colonne des revenus de façon à vous donner plus de marge de manœuvre et surtout à éviter d'être dépendant d'un seul employeur parce que c'est pas impossible qu'à court moyen terme, votre employeur ait comme pas le choix de faire des mises à pied et à ce moment-là, tu pourrais perdre ta job parce que lui, il n'aura pas le choix, sinon son entreprise ne va pas survivre. Donc, je termine l'épisode là-dessus et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop allé sur le volet de la bourse. C'est juste que avec les données que j'ai devant moi, j'ai comme pas le choix de vous partager ça parce que pour la très grande majorité du monde, vos revenus ne proviennent pas de vos placements. Fait que c'est sûr que si votre emploi ou les revenus de votre entreprise est à risque, ben pour moi, ça c'est une priorité. Même si votre portefeuille prend de la valeur, même si vos placements vont bien,
c'est pas avec vos placements que vous payez vos factures, puis c'est pas avec vos placements que vous êtes en mesure de rembourser vos dettes. Donc c'est sûr que pour moi, la gestion de vos finances personnelles et surtout en fait s'ajuster au nouvel environnement économique, pour moi ça reste une priorité. Donc, c'est un peu la raison d'être de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous appréciez le contenu, si vous appréciez le podcast, encore une fois, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.